C'est avec un plaisir évident, tant mon nom personnel de président de cette auguste chambre, qu'en celui de mes honorables collègues députés, que je prends la parole à l'occasion de cette cérémonie solennelle et combien grandiose de l'inauguration de ces locaux transitoires flambant neufs du Parlement haïtien. Je voudrais, dès ces propos liminaires, saluer le sens du devoir et du travail bien fait, le sérieux, la détermination et la célérité qui nous ont voulu en si peu de temps cet ouvrage. C'est enceinte propice à la continuation de l'apprentissage et de la maturation du fonctionnement démocratique au lieu des débats parlementaires, des interventions contradictoires, voire royales conduisant lentement, douloureusement, mais sûrement et inexorablement vers ces objectifs que sont l'état de droit, l'équilibre des pouvoirs, la bonne gouvernance, paragon des États policés, adeptes de la modernité démocratique. Je voudrais ainsi saluer la conduite à terme de projets en accord avec les deux branches du Parlement, initiés et exécutés par l'USAID dans le cadre de son projet d'appui au Parlement haïtien. Chers invités ici présents, le signal est donc donné. Les conditions sont donc réunies pour l'exécution d'un agenda législatif partiellement en souffrance à cause des derniers événements naturels, politiques et humains qui ont frappé notre pays durant ces 2 dernières années. Je veux parler du séisme du 12 janvier 2010. Des incertitudes, des soubresauts causés par les dernières élections qui ont retardé l'exécution de projets économiques, sociaux et politiques d'envergure. Du menu législatif établi pour les années 2006-2011, même si le Parlement doit s'enorgueillir à bon droit des 32 accords et conventions ratifiés et des 40 lois votées, les honorables parlementaires ont conscience de la lourde tâche qui les attend et qu'ils doivent finaliser par la ratification des 5 autres instruments internationaux et par le vote de 22 autres projets et propositions de loi en attente à la Chambre des députés. Parmi celles-ci, je note la proposition de loi relative à la création de l'ordre des médecins haïtiens, la proposition de loi établissant le cadre d'organisation et le fonctionnement des collectivités territoriales, la proposition de loi créant la zone économique spéciale ZES, le projet de loi sur la décentralisation du budget et d'investissement national, le projet de loi introduisant les billets de banque à la mémoire de Jacques-Stéphane Alexis, le projet de loi sur la lutte contre la corruption, le projet de loi portant la frappe d'une nouvelle pièce de monnaie de 10 gourdes, le projet de loi établissant les limites des circonscriptions électorales, le projet de loi autorisant l'émission de nouveaux billets de banque. Mais, chers invités, il y a de fortes chances pour que ce bilan positif réalisé et escompté n'apporte pas les fruits attendus si les règles de la bonne gouvernance ne sont pas respectées et appliquées. Autrement dit, si nous continuons de privilégier le retour aux pratiques politiques archaïques du pouvoir personnel et de l'autoritarisme dictatorial. De Montesquieu à Rousseau, en passant par Alexis de Tocqueville, les principes cardinaux de la gestion positive et rationnelle du pouvoir démocratique ont été ainsi établis. Vote populaire, séparation et équilibre des pouvoirs dans le respect des attributions et des prérogatives de chacun de ceux-ci.
Le pouvoir arrête le pouvoir. Telle est donc la formule de base qui régit le vrai système démocratique, permettant ainsi au Parlement de contrôler l'exécutif, de veiller au respect scrupuleux par celui-ci de la Constitution et d'empêcher toute dérive conduisant à la personnalisation du pouvoir politique. Un tel système, comme nous le savons tous, permet en outre au Parlement d'interpeller le gouvernement dans son ensemble ou quelques-uns de ses membres pour les questionner sur leur gestion de la chose publique. Mais malheureusement, la bonne gouvernance tarde à entrer dans nos mœurs. Au seuil de ce 21e siècle, nous en sommes encore à des pratiques politiques que nos voisins de la région ont abandonnées depuis des lustres à cause des affrontements perpétuels qu'elles provoquent, de leur capacité de nuisance et des obstacles qu'elles représentent sur la voie du progrès économique et social à l'échelle nationale. L'oubli est patent que le pouvoir parlementaire est codépositaire de la souveraineté nationale. Que selon l'article 115 de la Constitution, ses membres ne peuvent être arrêtés durant leur mandat. On oublie ou on fait d'oublier que ceux-ci sont les seuls à être soumis sur le terrain, au contact de leur mandat et à être sollicités quasi quotidiennement dans leurs circonscriptions et départements respectifs par une population en but à tous les besoins. Le député ou le sénateur ne peut se permettre, sous peine de se suicider politiquement, de s'enfermer dans son bureau et d'ériger en pratique le refus de recevoir un membre de sa circonscription ou de son département et de s'entretenir avec lui. Amis invités, nous, en pile peuple sous la terre choisit bonne gouvernance. Qui veut dire respect tout pouvoir une pour l'autre. Parce que yo te fait en pile vieille expérience en bas dictatique rasisme. Yo fin pas comprendre que bonne gouvernance là chargé à une bonne coquine chaîne avantage. Lui permettre pouvoir diriger avec en pile sagesse, avec consensus qui veut dire tête ensemble, chita attendez même avec adversaire. Lui permettre une idée, une décision, même s'il est sorti dans la tête un seul monde, application, réalisation, c'est après 10 ans à consentement tout l'autre gros corps l'État yo ak majorité membre société civile. Li permettre réalisation yo dirait plus longtemps développement durable en français parce que yo te fait sous base consensus. Songez mes amis après 30 ans dictature nous poco cafine récollé depuis 86 morceau nation haïtien qui déchire. Autrement dit, la bonne gouvernance se situe dans le respect du processus démocratique. La solution, pourrions-nous dire, est dans le processus. Tout volontarisme politique ne peut donner des résultats qu'à l'intérieur de ce même processus. Sinon, toute réalisation entreprise pendant des décennies en dehors de l'état de droit sont appelées à disparaître en quelques jours. Encore une fois, au nom du Parlement haïtien, au nom du peuple haïtien, un grand merci du plus profond de mon cœur, du plus profond de notre cœur. Que Dieu vous garde. Merci beaucoup. Nous sommes fiers
et heureux d'inaugurer, après 1 an et 11 mois du séisme du 12 janvier 2010, un nouveau bâtiment transitoire du palais législatif pour un maximum d'un quinquennat. Ce séisme a mis en déroute des structures de fonctionnement de la République en emportant de nombreuses vies humaines et de grandes œuvres construites au fil du temps vécu et en fragilisant davantage un peuple meurtri. Mais aussi ravageur et dévastateur qu'il était, il n'a pas seulement laissé derrière des défaites et des décombres, il a également créé des opportunités de refaire autrement les choses. Il a sonné le glas dans le mouvement de dégringolade nationale, ce qui a été reçu par un cri d'engagement fort dans un mouvement de refondation nationale de la reconstruction du pays sur de nouvelles bases inclusives et citoyennes. Cependant, le retard pris pour lancer ce mouvement de refondation retient les citoyens dans un profond malaise. À la limite de 2 ans après le constat de la faillite, le pays patauge encore dans un mode de gestion par et pour les grands héritiers traditionnels des pouvoirs et des savoirs qui bloquent tout élan citoyen véritablement responsable, qui freinent une perspective nouvelle et visionnaire impliquant tout le monde, aussi bien les petits que les grands. L'inauguration des nouveaux locaux transitoires du palais législatif peut bien marquer la différence pour inciter la relance de la vie sociale et économique. Après avoir occupé 2 salles de classe de l'Académie de la police nationale pendant plusieurs mois sur la route de Frères, pendant que le président du Sénat d'alors, l'honorable Kelly Sébastien, luttait encore avec sa facture, les secrétaires généraux du Sénat et de la Chambre des députés ont pris l'initiative de faire déblayer le site du Parlement effondré suite au passage du séisme avec un financement des partenaires du programme d'appui au Parlement haïtien. Ce dernier a pu ainsi se relocaliser dans son ancien local administratif, quoique endommagé. On a donc évité de mobiliser des millions de goudes en vue de payer des loyers pour s'installer dans les locaux privés, souvent fort peu appropriés à l'organisation des bureaux publics. En ce qui concerne la construction de ces bâtiments transitoires, l'initiative est sortie de la visite d'une délégation de congressmen américains au Parlement haïtien en avril 2010 à l'Académie de la police nationale sur la route de Frères. Les secrétaires généraux du Sénat et de la Chambre des députés, M. Ariel Joseph et M. Lucien Franqueur, étaient l'interface avec l'OTI, le programme d'appui au Parlement haïtien, l'USAID. Ils ont signé avec la compagnie Chemonix le contrat de construction qui a été approuvé par les 2 présidents successifs de l'Assemblée nationale, l'honorable président Kelly Sébastien et moi-même. Ce faisant, le président Bastien a su bien responsabiliser une équipe dynamique capable de défoncer les portes ouvertes pour donner des résultats significatifs et visibles. J'ai l'honneur de lui présenter mes félicitations au nom de toute l'institution parlementaire. Du même coup, je salue le sens d'initiative et du leadership des secrétaires généraux en la matière. Cette expérience est pour moi un point de départ marquant ce qui peut ou doit être retenu dans la dynamique de définition d'une nouvelle perspective et de nouvelles manières de faire post-catastrophe du 12 janvier en Haïti. Le projet d'érection de ces bâtiments
aurait dû démarrer en novembre 2010 en vue de l'accueil de la 49e législature. Mais des contraintes indépendantes de la volonté des bailleurs ont retardé le lancement de la construction. C'est ainsi que le programme d'appui au Parlement haïtien, MINUSTA, a eu la bienveillance de proposer l'installation de locaux temporaires préfabriqués sur l'ancien site même du Parlement qui abrite le Parlement depuis avril 2011. Encore une fois, je profite pour le remercier. Nous nous y sommes accommodés, bien que ces bâtiments ne soient conventionnels pour des raisons pour des hémicycles, d'où la nécessité d'avoir des bâtiments transitoires qui répondent à ces normes. En effet, ces bâtiments transitoires qui ont coûté 1,9 million de dollars américains vont abriter plus dignement les 2 chambres et le personnel administratif. Et c'est pour la première fois que le corps législatif évoluera dans un même espace physique, ce qui va sans doute renforcer l'esprit de convivialité chez les sénateurs et les députés. Nous osons espérer que le Parlement définitif sera plus moderne pour préserver cette convivialité parlementaire. Aussi, souhaitons-nous que chaque parlementaire puisse avoir un bureau personnel. Ils seront donc en mesure de mieux faire leur travail. Ils n'auront plus à se plaindre et à comparer leur présence au Parlement à la situation des passagers en transit. Imaginez-vous qu'un sénateur de la République ou un député du peuple n'avait pas un bureau à lui pour pouvoir recevoir un mandant qui lui demande un rendez-vous ou un collègue parlementaire étranger qui le visite dans son propre pays. Nous ferons ainsi un grand pas en avant. Avec ce bâtiment, on peut sans faire éloge de l'aide internationale montrer un résultat palpable de la dynamique de coopération internationale avec le Parlement. Je remercie la USAID et tous ceux qui ont coopéré avec nous en vue de sa réalisation. J'en profite pour féliciter l'ingénieur Fardin de la Chemonix et notre ingénieur au Sénat de la République, M. Martinez, qui ont bien joué le rôle de superviseur. Personnellement, j'en tire la leçon. Car il me paraît inconcevable qu'un État souverain a dû attendre l'aide internationale pour poser un tel acte qui relève de la souveraineté nationale. De même, je trouve irresponsable l'attitude d'un État qui préfère louer des maisons budgétivores à la construction des bâtiments publics. À quand sera donc la rupture avec cette gestion désinstitutionnalisante de l'État? Chers collègues parlementaires, ce que nous avons là n'est pas encore l'idéal. Cependant, nous avons quand même un cadre approprié, plus confortable pour remplir notre mission en attendant la construction d'un Parlement définitif. Ce cadre beaucoup plus sécuritaire va favoriser une plus grande présence et un meilleur rendement dans le cadre des travaux parlementaires. Dans ce contexte, je profite pour lancer officiellement les travaux en vue de l'élaboration d'un agenda législatif pour la prochaine année législative qui s'ouvrira le 2e lundi de janvier 2012. Il ne s'agit pas d'une initiative personnelle. C'est une décision concertée avec le Premier ministre qui a délégué un membre de son cabinet particulier en vue de travailler avec les cadres législatifs du Sénat et de la Chambre des députés sur la question. Il faut donc souligner que le pouvoir exécutif a la responsabilité de 80% au moins des projets de loi qui doivent être votés. Sur ce, je remercie tous nos invités et plus particulièrement le président de la République, animé de la volonté de renforcer les relations entre les trois pouvoirs
qui a payé de sa présence à cette cérémonie.